Et voilà, on se retrouve pour la suite de la conversion de cette mobylette Peugeot 101 en électrique. Aujourd'hui, on continue la partie la plus technique et la plus difficile de tout le projet à mon sens, la réalisation d'une batterie sur mesure qui puisse s'intégrer dans le réservoir d'origine comme demandé par vous, les abonnés. Donc effectivement, c'est un énorme challenge, mais si ça marche, on aura une mob hyper performante et la plus proche possible de l'esthétique d'origine. Dans la dernière partie, on avait déjà bien bossé parce qu'on avait fait un scan du réservoir d'origine pour en créer un modèle 3D. On s'était basé sur ce modèle 3D pour avoir une idée du nombre de cellules au lithium maximum que l'on pouvait intégrer, ce qui nous a permis de faire tout le dimensionnement de la batterie finale avec choix des cellules, choix de la configuration série parallèle, choix du BMS, du chargeur, etc. Et dans cette vidéo, accrochez-vous à votre établi parce qu'on attaque le plus gros morceau de ce challenge, passer du modèle 3D à la conception de la batterie, passer de la théorie à la pratique, et c'est à ce moment-là où soit on est hyper fier, soit on pleure beaucoup. Comme à l'habitude, si vous aimez ce projet et vous voulez pas en rater une miette, je vous invite à vous abonner. Et vous le savez, ce projet c'est aussi le vôtre, donc du coup je vous invite à me donner toutes vos propositions et toutes vos idées en commentaire. Je les écoute. La preuve, sinon je serais pas aujourd'hui en train d'essayer de caser une batterie énorme dans un réservoir minuscule. Bonjour à tous et bienvenue sur Bricolage c'est cool. Ah bah je crois que c'est les composants qui sont là. Merci, bonne journée. Yes. Qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai jamais commandé ça, moi. Et allez, on se retrouve devant notre modèle 3D de la dernière fois, parce que même si j'avais placé les cellules, il reste encore pas mal de taf pour installer tout le reste. Alors c'est parti pour prendre des mesures au pied à coulisses des différents composants, repérer où les placer sur le réservoir réel, et faire des essais de placement sur la 3D. Niveau connectique, je vais partir sur une prise XT60, très pratique et qui tient jusqu'à 60 A, donc nickel pour notre besoin. J'arrive à la placer sous le réservoir, ça passe à pas grand chose, mais ça fera bien l'affaire. Je compte aussi installer un interrupteur principal directement sur la batterie pour la séparer du reste du circuit facilement. J'ai donc trouvé un switch avec une membrane, j'ai aussi trouvé un modèle 3D de ce switch facilement sur internet, et après quelques essais de placement infructueux, je lui ai trouvé un coin qui lui ira très bien. Comme vous pouvez voir, la marge de manœuvre est vraiment très faible, on a vraiment très peu d'espace entre tous les composants. Et c'est pas tout, mais il faut aussi placer le BMS là-dedans. Et pour ça, on n'a pas le choix de faire une cavité supplémentaire au réservoir, elle permet de loger le BMS sans souci, et elle va s'intégrer dans le cadre du porte-bagages. Alors comme ça a l'air de dépasser, mais si mes mesures sont bonnes, ça devrait s'intégrer pile comme il faut et affleurer le porte-bagages. Enfin, si mes mesures sont bonnes. Dans l'idée, on va placer le plus principal de la batterie en bas du réservoir et le moins en haut. Le moins sera connecté directement au BMS et le plus ira pile poil en face du switch. Pour le passage des câbles, j'ai prévu des gorges qui longent les cellules et les câbles de BMS, sonde de température et câbles plus et moins pourront courir dans ces gorges. Au niveau assemblage de la coque de la batterie, j'étais parti sur une ouverture en deux par le milieu comme ça. Pas mal d'entre vous m'ont dit en commentaire que c'était pas top pour pas mal de points, notamment l'accessibilité et l'étanchéité. Un accès par le haut serait sympa, c'est sûr, mais d'une, le porte-bagages l'empêche, et de deux, si je voulais couper le réservoir au niveau du haut, j'aurais vraiment très peu de matière pour concevoir un assemblage par la suite. Et niveau fabricabilité, c'est plus simple de couper le réservoir symétriquement, ou alors j'aurais dû faire au moins 3 coupes, et là ça complexifie vite tout. Et pour l'assemblage des deux coques, j'ai prévu un assemblage par vis qui viennent se prendre dans des inserts filetés en M3, qui seront intégrés directement dans le plastique à chaud. On a dû donc rajouter de la matière par-ci par-là pour accueillir ces inserts. Et la cerise sur le gâteau, je me suis demandé quoi faire de l'emplacement de bouchon de remplissage. Et je me suis dit tiens, je vais mettre un bouchon de réservoir classique, ça sera marrant, comme ça fera une batterie slipper. Mais finalement j'ai choisi d'intégrer un petit afficheur voltmètre circulaire qui donnera la tension de la batterie une fois allumée. Et c'est marrant parce que du coup ça fait clin d'œil au thermique, genre avant on avait un bouchon pour venir mettre de l'essence dedans, et maintenant c'est la jauge qui nous dit combien de jus il reste dans la batterie. De jus. Et voilà, le modèle 3D final de la batterie est terminé, et voilà à quoi ça ressemble. Pas mal, non? En vrai, moi je trouve qu'il a plutôt une bonne gueule, donc du coup il n'y a plus qu'à le fabriquer en impression 3D. Ah, je crois qu'on va avoir un problème là. Vous l'aurez compris, mon imprimante 3D est beaucoup trop petite pour le réservoir, et même en le découpant, il faudrait que je fasse beaucoup de morceaux et tout autant de puzzles et de points de fragilité pour l'assemblage final. J'ai donc appelé Creality à la rescousse et ils ont été méga cool et m'ont envoyé une giga grosse imprimante, la CR10 Smart Pro. Non mais Théma, la taille du carton déjà, c'est plus grand que ma tête. Comme pour toutes les imprimantes récentes, on les reçoit semi-assemblées, et pour celle-ci, on a la grosse base et les montants à assembler entre eux.
Et vu que c'est un gros machin, on a en plus des barres stabilisatrices à fixer entre le châssis et les montants de l'axe Z. D'ailleurs je comprends pas, je vois jamais de gens régler la perpendicularirité de leur axe Z avec une équerre dans les vidéos d'imprimante 3D. Après ça, j'installe la tête extrudeuse, on a le moteur entraîneur de filament qui est directement en amont de l'extrudeur, ce qu'on appelle du direct drive et ce qui va me permettre d'imprimer des filaments flexibles pour des projets et ça c'est trop stylé. On installe l'écran, on fait quelques réglages, quelques calibrations d'usage pour une nouvelle machine et c'est tout bon. La machine est fin prête et elle est vraiment énorme quoi, c'est ouf. Bon par contre, j'ai un peu le seum parce que malgré son plateau qui fait 30 par 30 par 40 cm, et mes demi-coques de réservoir elles passent pas. Du coup pas le choix, je cherche un endroit bien ciblé pour pouvoir les couper en deux et qu'on puisse avoir assez de surface pour les coller par la suite. Et voilà, on va avoir 4 demi-coques comme ça qu'il faudra coller entre elles pour former 2 coques. Non mais what the fuck, 20 heures pour imprimer une demi-coque? Non mais ça a vraiment pas intérêt de foirer hein. Combien? Et d'ailleurs, je suis sûr que vous vous demandez tous avec quel filament je vais imprimer, et c'est une très bonne question, je vous remercie. Écoutez, je suis allé au plus simple, le réservoir d'origine est en ABS, il a tenu 50 ans jusque là, alors j'imprime en ABS. D'ailleurs, dans la dernière vidéo, on avait vu que le réservoir il avait été moulé en 1975. Et j'avais pensé que vu que la mob elle date de 1968, le réservoir il avait été changé entre temps. Et vous avez été nombreux à me dire en commentaire que l'année d'immatriculation est différente de l'année de fabrication, et que par conséquent, il est très probable que la mob ait été fabriquée en même temps que le réservoir, donc en 1975, et non en 68. Merci pour vos remarques. Allez, maintenant que l'impression est partie et qu'on en a pour un bon moment, on attaque la fabrication de la batterie. Comme vous l'avez vu dans le 3D, les cellules elles sont vraiment à touche-touche, donc aucun moyen de placer des spacers pour les maintenir pour l'assemblage comme on le ferait d'habitude. Et en plus de ça, la batterie elle a vraiment une forme unique et chaque cellule doit être placée à une place bien précise. Alors pour aider au montage, j'ai imprimé ce guide en 2 parties qui va nous permettre de temporairement placer nos 45 cellules à leur place bien spécifique pour pouvoir les souder entre elles. Non mais what? Vous avez vu la forme de la batterie quoi. Et si ça c'est pas du sur-mesure, mais avant de souder quoi que ce soit, on colle ces petites pastilles sur les électrodes positives des cellules, elles permettent de renforcer la fine couche d'isolant que l'on a d'origine pour éviter les courts-circuits à ce niveau-là. Et voilà, maintenant que tout est en place, let's go pour la soudure. Putain mais, depuis quand ça marche plus ça? Bon go tout faire à la main hein. Et là j'attends la question, mais quelle technique d'assemblage on va utiliser pour la batterie? Et oui, sur cette chaîne, je vous avais présenté différentes techniques d'assemblage pour les cellules au lithium, donc on avait l'assemblage barre de cuivre, l'assemblage soudage par point, ainsi que l'assemblage fil fusible. Chacune avait leur avantage et leur inconvénient, et je vous laisserai aller voir pour ceux qui veulent en apprendre plus sur la conception des batteries. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter un assemblage que j'ai jamais vu nulle part encore sur YouTube personnellement, une technique hybride soudage par point et barre de cuivre. Donc on va utiliser des rubans d'acier nickelé soudés par points pour mettre les cellules en parallèle, c'est-à-dire constituer nos blocs de 3 cellules, qui seront au nombre de 45. Et pour mettre ces blocs en série entre eux, on va souder des barres de cuivre à l'étain sur les rubans d'acier. On aura donc l'avantage des rubans pour leur faible épaisseur, la démontabilité et aussi nous permettre de souder à l'étain directement dessus sans risque, parce qu'ils vont nous servir d'inertie thermique pour protéger les cellules de la chaleur du fer et faciliter les soudures. Et l'avantage du cuivre, quant à lui, ça va être de pouvoir transmettre énormément de courant dans une faible épaisseur. Pour rappel, le cuivre est 5 fois plus conducteur que le nickel, qui lui-même est 1,5 fois plus conducteur que l'acier. C'est donc le meilleur des deux mondes dans cette technique hybride et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et de vous présenter ça. Et niveau dimensionnement de ces liaisons électriques, qu'est-ce qu'on utilise du coup? C'est une bonne question puisque chacune de nos cellules peut fournir un courant en crête de 14,7 A comme on l'avait vu dans la vidéo précédente. Cela fait donc potentiellement 44 A qui vont traverser la batterie de bout en bout à la charge maximale. Il faut donc choisir les rubans et les barres de cuivre en fonction de ça. Pour ce faire, j'utilise toujours ce tableau vraiment pratique qui nous donne en fonction des matériaux et des sections le courant maximal qui peut traverser sans risque de chauffe. Moi je vais partir du principe que la mise en série se fera par des barres de cuivre sur chaque électrode de chaque cellule, donc les courants qui vont circuler dans les rubans soudés par points ne seront que des faibles courants d'équilibrage entre cellules d'un même bloc. Donc ce sont des courants qui seront même pas de l'ordre de l'ampère. Je pars donc sur de l'acier comme matière car c'est plus facile à souder que le nickel et aussi moins cher, d'une épaisseur de 0,15 mm et d'une largeur de 15 mm, ce qui d'après le tableau laisse passer 4,5 A, donc on est large. Et oui, j'ai fait exprès de prendre des rubans larges parce que du coup à section constante ça baisse l'épaisseur donc c'est plus facilement soudable, et aussi parce qu'une bonne largeur me permet d'avoir un max de surface pour venir souder le cuivre dessus. Et ouais je sais c'est assez technique mais au moins je vous montre à quel point c'est réfléchi et à quel point c'est nécessaire surtout. Bien sûr, c'est dans le cas où chaque cellule est reliée à la suivante avec une barre de cuivre. On aurait donc 3 barres qui se partagent 44 A, donc chaque barre doit être capable de tenir 14,66 A.
J'ai donc acheté sur AliExpress des barres de diamètre 1,5 mm, ce qui fait une section de 1,77 mm². Elles peuvent donc supporter 26,5 A chacune, ce qui dans notre cas précis est suffisant, mais aussi nous permettra d'en utiliser seulement 2 dans les situations où les cellules ont une géométrie particulière. Comme par exemple vers le BMS où elles sont en ligne, hop, là on mettra 2 barres, chacune qui passe par les électrodes et laisse passer jusqu'à 53 A au total. Et oui, je vous ai dit, tout est réfléchi. Et maintenant que je vous ai noyé d'explications théoriques, c'est parti pour la soudure. Hop, pour la mise en parallèle, rien de bien compliqué, j'utilise mon poste à souder par points. Une fois bien réglé et calibré avec des cellules poubelles, j'enroule toutes mes cellules dans du scotch Kapton pour les maintenir en place. Donc le Kapton, c'est du scotch polyimide qui a plein de bonnes propriétés mécaniques et isolantes électriques, et surtout ses propriétés restent stables sur une grande plage de température, et en plus, vu que c'est fin, pour notre batterie montée au chausse-pied, ça sera pas du luxe. Juste avant de souder, on va prendre les tensions de chaque cellule et vérifier qu'elles soient bien toutes proches. C'est censé être le cas vu qu'elles sont neuves, donc ici aucun souci, mais il ne faudrait pas câbler en parallèle des cellules avec une trop grosse différence de tension, au risque d'avoir un fort courant d'équilibrage d'un seul coup. Et vu que c'est tout bon, c'est parti pour la soudure. Donc là rien de compliqué, il s'agit surtout de couper les rubans à la bonne longueur, souvent aussi d'assembler les 3 cellules avec 2 rubans au lieu d'un seul, de par la géométrie chelou de notre batterie. Et à certains endroits, ma bande était trop large, alors je me suis rabattu sur une autre bande que j'avais dans les tiroirs plus fine. À chaque cellule, je mets 4 points de soudure au niveau des électrodes, et puis voilà, on enchaîne sur les 45 cellules, donc c'est pas compliqué, c'est juste fastidieux. Une fois que j'ai fini le premier côté, on retourne la batterie, on enlève ce qui nous servait de spacer temporaire et on rattaque. À certains endroits, j'ai dû utiliser des serre-joints pour m'aider à garder les cellules dans une bonne forme, mais rien de très gênant. Et voilà, toutes nos cellules sont en parallèle, on a nos 15 blocs de constitués, plus qu'à les mettre en série. Mais pour ça, on va avoir besoin de nos coques imprimées en 3D, alors on va aller voir ce que ça a donné. Et bah j'avais oublié un truc, c'est que l'ABS à imprimer, c'est vraiment la merde, surtout sur des grosses pièces. Et ça, malgré le fait que j'avais fait pas mal de tests sur des petites pièces qui s'étaient très bien passées, que j'avais aussi enfermé l'imprimante dans un caisson bricolé de carton et de plaques de polystyrène. Et je sais bien qu'il y a 1000 moyens de solutionner le truc, mais là je vous avoue que chaque pièce c'est 20 heures d'impression, donc chaque raté c'est 1 jour de retard sur la vidéo et sur le projet Mob par la même occasion, donc je pouvais pas me permettre ça. Il m'a donc fallu remettre en cause le choix du matériau. Pourquoi l'ABS et pas du PLA par exemple ? Eh bien sachez que contrairement à ce que beaucoup pensent, le PLA est plus résistant mécaniquement que l'ABS. Il suffit juste de se pencher sur les données en fait. La différence majeure entre l'ABS et le PLA, c'est que le PLA est beaucoup plus fragile. Autrement dit, le PLA va casser avec une force plus grande que l'ABS, mais quand il va casser, ça sera d'un coup et en se déformant très très peu. Autrement dit, l'ABS est moins solide mais plus ductile. Et c'est cette ductilité qui va le rendre plus résistant aux chocs et aux vibrations notamment. Et l'autre atout de l'ABS, c'est sa résistance thermique, parce que le PLA, après 50 degrés, mécaniquement, il n'y a plus rien. Bref, j'aurais pu aussi prendre du PETG, mais j'en avais pas en stock, alors je suis parti sur du PLA+, qui est une sorte de mélange entre PLA et autres polymères, lui donnant des propriétés s'approchant plus de l'ABS, donc moins résistant mécaniquement mais plus ductile, mais surtout, lui, il s'imprime facilement au moins. Et puis si ça va pas, je changerai, hein, c'est pas gravé dans le marbre. Hein. Voilà les petits morceaux de coque de batterie tout frais sortis de l'imprimante. Ah franchement, ça fait quand même plaisir de les avoir entre les mains. D'avoir un modèle 3D et de l'avoir en vrai dans les mains, ça fait quand même son petit effet. Hein. Allez hop, on retire tous les supports, on fait un peu de ponçage sur les surfaces qui vont être collées. Ça part sur du collage avec de la colle époxy. Une fois sec, on va repercer les trous avec un fourré de 3,2 mm pour laisser un passage de vis avec un petit peu de jeu. Et maintenant, on installe les inserts filetés à chaud. Et pour le coup, c'est la première fois que je fais ça, alors je fais gaffe à pas tout niquer. Il suffit en fait d'allumer son fer à souder, le planter dans l'insert, venir se positionner en face du trou, et en fait, une fois chaud, le plastique se déforme et l'insert rentre comme dans du beurre. Et voilà, on fait ça avec les 9 trous et ça le fait nickel. Et allez, juste pour le fun, on se fait un petit assemblage de notre réservoir batterie juste pour voir ce que ça va donner. Ah mais ça rend trop bien, en vrai je suis trop content, franchement. Le sentiment d'avoir dans la vraie vie quelque chose qu'on a designé sur le PC, c'est vraiment un des meilleurs sentiments du monde. Et regardez, comparé au réservoir d'origine, quoi, ça le fait grave, franchement, c'est ouf. Réservoir, batterie, réservoir, batterie, batterie. Allez, c'est parti pour le câblage en série des cellules maintenant.
Mais pourquoi on avait besoin de la coque pour faire ça en fait? Eh ben, vu que tout rentre au chausse-pied dans cette coque, le meilleur moyen d'être sûr que l'assemblage rentre, eh ben, c'est de positionner les accus en place dans la coque et de les souder après. Du coup, j'ai imprimé un petit bout de plastique qui vient se loger dans la gorge passe-câble pour tout mettre au même niveau, et on vient faire notre Tetris de cellules dans la coque, voilà. Bloc par bloc, on les met tous. Bon, là, ça a cassé au niveau du collage, juste à cause de l'épaisseur de la colle. C'est pour dire à quel point c'est ajusté. Genre, non, l'épaisseur de la colle, non. Intolérable. Pour que la soudure à l'étain prenne bien, ce que je vous conseille, c'est de poncer la surface des rubans d'acier. Ça enlève l'oxydation et augmente la surface de contact, et on dirait pas, mais c'est vraiment le jour et la nuit, niveau facilité de soudure après. Comme ça, avec mon fer à souder et l'étain, ça me permet de venir faire des petites flaques d'étain super facilement, et le soudage sera super simplifié et super rapide. Donc voilà, je fais des flaques sur toutes mes cellules. On prend ensuite nos barres de cuivre, et là, le challenge, ça va être de les couper à la bonne longueur, et éventuellement de les tordre à la main pour faire des liaisons sur mesure, tout en étant sûr que les barres de cuivre passent bien sur chaque électrode, comme prévu. Et puis après, il n'y a plus qu'à pointer les barres sur l'étain déjà présent et venir combler pour faire des soudures solides. Et voilà, on a fait un côté, on n'a plus qu'à retourner, faire un Tetris de l'autre côté et à procéder exactement aux mêmes opérations. Et vous avez vu ce bricolage du turfu pour pas mourir intoxiqué un peu? Et voilà, la dernière soudure est faite. Maintenant, on va vérifier que les tensions sont bien bonnes en bloc croissant. Donc on est censé avoir une tension croissante par palier de 3,5 volts à peu près. Donc 3,5, 7, 10,5, etc. Et là, c'est nickel. Et voilà, on a officiellement terminé l'assemblage électrique de la batterie. Il ne reste plus qu'à installer le BMS. Pour ça, c'est pas compliqué, on a tous les fils de sonde à brancher sur chaque bloc comme expliqué dans la notice. Alors là, je les prends un par un, on regarde où il se câble, on le coupe à la bonne longueur pour avoir le moins d'excédent de fil possible, et on le soude. Et on répète cette opération pour tous les fils de sonde, et je retourne la batterie pour faire de l'autre côté. Une fois fait, on prend le multimètre et comme tout à l'heure, on vérifie qu'on a les bonnes tensions croissantes sur le connecteur de sonde. Et là, c'est nickel, le câblage est réussi. Je mets du Kapton pour isoler et aussi maintenir les fils. On soude maintenant le fil B- du BMS qui va se fixer sur le moins final de notre batterie. Pour suivre la température, le BMS est muni de 2 sondes de température. On va essayer de les installer au plus près des cellules, au centre de la batterie, là où ça chauffe le plus. On fait des trous dans le Kapton que l'on remplit de pâte thermique pour améliorer la conductivité entre la sonde et la surface de la cellule, et on y insère une sonde. Et on fait exactement la même chose pour la deuxième. Et voilà, le BMS est installé. Avant de tout finir et de refermer la coque, j'aimerais tester que le BMS fonctionne bien. Alors, on rallonge la bande négative du BMS avec un câble de 6 mm², donc qui pourra tenir le courant total de la batterie sans souci, et pareil pour le plus final de la batterie. J'installe temporairement la prise XT60, voilà, sur laquelle je viens brancher le chargeur de la batterie. Ça a pour effet de réveiller le BMS. On voit que la LED clignote, donc ça veut dire que le BMS est prêt à être connecté en Bluetooth sur le téléphone. On peut donc lancer l'application JKBMS et ça marche nickel. On a toutes les valeurs, la batterie prend la charge sans aucun souci, on peut même voir l'équilibrage actif se faire entre chaque bloc, et je suis méga content. Et puisque c'est un Smart BMS, on va rentrer à la main toutes les valeurs de tension, courant, capacité, donc pour se faire un réglage aux petits oignons que l'on connaît grâce à la datasheet de nos cellules. On voit bien aussi que les sondes de température répondent bien, tout est parfaitement fonctionnel. Et pour être honnête avec vous, je trouve que le JKBMS, il est mieux foutu que les Daily BMS que j'avais pu tester auparavant. L'appli, elle est mieux foutue, il bip à chaque fois pour nous signaler qu'une valeur est bien enregistrée. Enfin bref, je recommande. Et d'ailleurs, je vous rappelle que pour tous les curieux ou tous les intéressés, je vous ai mis tous les liens de tous les composants du projet Mob dans la description. Et voilà, maintenant plus qu'à faire l'assemblage final et l'intégration de la batterie dans la coque. Et hop, je viens faire passer les câbles plus et moins par les trous de la coque supérieure et je viens la refermer sur la batterie. Donc vraiment ça passe limite, mais ça passe. Par contre, on est obligé de dire tant pis au voltmètre parce que je l'ai pas reçu à temps malheureusement. Et au dernier moment aussi, j'ai décidé de ne pas installer l'interrupteur. Son but premier, c'était de séparer la batterie du circuit. Mais dans le câblage initial, en fait, on n'en a pas besoin parce qu'en fait, on active tout avec la télécommande et le bouton Start Engine. Et en fait, il servait aussi à couper le voltmètre, donc à voir si je l'installe plus tard ou pas. Hop, je soude la prise XT60 et je la visse dans le plastique. On vient maintenant refermer notre coque avec les 9 vis et c'est fini. Et voilà les bricolos, on a officiellement terminé la batterie de la mobilette. Non mais regardez-moi ça, vraiment je suis hyper content. Le résultat est hyper quali, je trouve. Pour voir la galère que ça a été. Tiens d'ailleurs, petite devinette, combien elle pèse à votre avis? Je vous laisse faire vos petits pronostics. Et elle pèse seulement 4 kg.
Sachant que d'origine le réservoir fait 3 litres de capacité, ça fait à la louche 2,5 kg en prenant le poids du plastique, donc franchement on rajoute pas grand chose en termes de masse. Mais vous inquiétez pas, on fera un bilan du poids total de la conversion à la fin du projet. Bon, l'unique point faible de cette solution ça va être l'étanchéité bien sûr, hein. Le plastique imprimé en 3D c'est poreux de nature, et ici on a aussi des écarts au niveau des plans de joint, donc on aura une résistance aux éclaboussures ou aux petites pluies, mais jamais à une grosse pluie. Ou alors il faudra trouver une autre solution, mais plus tard. Et hop, petite touche perso, je nous fais une petite étiquette qui résume les specs de la batterie que je colle au niveau du garde-boue. Allez, maintenant qu'on a enfin terminé le montage de cette batterie, instant de vérité, on va voir si elle s'installe dans la mob. Allez, gros moment de stress là pour moi. Pour info, j'ai quand même passé 30 heures de bricolage dessus sur la dernière vidéo et 60 heures sur celle-ci. Ça fait donc 90 heures de bricolage qui s'accomplissent à ce moment précis. Et 90 heures chronométrées, hein, pas la main dans le slip. Hein. Instant de vérité, la batterie va-t-elle s'insérer sur la mob en lieu et place du réservoir d'origine ? Eh bien oui mesdames et messieurs, parce que devant vous, depuis le début de cette vidéo, vous regardiez le résultat final. N'est-ce pas merveilleux ? La batterie réservoir s'installe et elle va nickel. Elle a quand même eu droit à son petit coup de lime sur le cul, hein. Mais sincèrement, je dois vous avouer que je suis super fier de ce travail. C'était quand même un énorme challenge. Partir du réservoir, le scanner, intégrer les cellules, faire un dimensionnement réalisable et concrétiser le tout au final. Vraiment, quelle fierté de voir la réalisation finale qui tient en place comme prévu entre le garde-boue et le porte-bagages. Et entre nous, vous aviez raison, hein, parce que c'est quand même 15 fois plus stylé avec la batterie cachée comme ça que dans un boîtier posé sur le porte-bagages. Bon bah maintenant, on n'a plus qu'à tester ça. Mais avant, je voulais vous demander votre avis sur 2 propositions par rapport à la mobilette électrique. Premier point, est-ce que j'installe toujours le voltmètre quand je le recevrai ? D'un côté, c'est intéressant, et de l'autre, on a déjà la tension en 2 secondes sur l'application du BMS, et si je le mets pas, eh ben, je mettrai un bouchon de réservoir. Deuxième point, j'hésite à supprimer l'écran LCD, parce que ok, il est sympa, mais au final, en fait, il nous éloigne de la mob d'origine qui n'avait aucun afficheur, et juste on roulait au feeling. Et je dis pas ça parce que j'ai la flemme de le configurer. Hein. Donc voilà, s'il vous plaît, je vous laisse voter dans les commentaires. Et juste avant de démarrer la mob, je vous invite à vous abonner à la chaîne Bricolage C'est Cool si vous aimez ce projet ou le bricolage en général. Ça fait grandir la chaîne et ça me permet de vous proposer des bricolages de plus en plus léchés. Allez, on est parti pour le démarrage. Pouah, ça roule vraiment fort, je suis vraiment impressionné. Je pense que j'explique ça par la tension qui est bien plus élevée que la batterie précédente, vu que là on est sur du 15S et avant on était sur du 13. Et je vois aussi sur l'appli en parallèle que ça tire seulement 8 ampères max pour accélérer comme ça. Bon, bien sûr c'est à vide, hein, mais ça sent bon quoi. J'ai énormément hâte de tester tout ça sur la route. Et voilà, on a officiellement terminé la partie la plus longue et difficile de tout ce projet mob. Et vraiment, je suis hyper fier. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. 90 heures sur la batterie, je vous jure que j'ai des images du Vietnam quand je ferme les yeux. Dans la suite du projet, les choses vont beaucoup s'accélérer parce qu'on va changer le contrôleur, installer l'éclairage, fignoler toute la mob, aller faire des roulages pour valider toutes ces solutions techniques là. Et après, ça va être rénovation, démontage, nettoyage, peinture neuve. Ça va être un projet au top du top. Et je vous invite aussi à me suivre sur mes autres réseaux sociaux comme TikTok et Instagram. Par exemple, les petits gars de Instagram ont pu avoir le résultat en avant-première. Et en attendant, bricolez bien.